Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc, je suis ravi de voir que la salle est pleine. Donc, nous allons continuer notre belle journée avec une nouvelle table ronde avec un déroulé et une séquence dédiée aux perspectives à court et moyen terme sur notre économie. Alors, nous avons aujourd'hui, dans le cadre de cette belle journée autour de l'entrepreneuriat et autour de l'économie dans le 13, l'avantage d'avoir un invité de marque, un invité d'honneur, un économiste très connu, donc Nicolas Bouzou, qui va un petit peu nous donner sa vision un petit peu sur cette thématique. Et puis, suite à ça, je me permettrai de poser quelques questions à plusieurs invités qui sont sur ce plateau. Donc, nous allons avoir Daniel Salin, qui est aussi notre vice-président artisanal à la CPME 13, mais qui est bien sûr le président de la Chambre des métiers de Bouches-du-Rhône. Chantal Morvan, qui est vice-présidente service, voilà, qui est ici. Jean-Christophe Trappi, qui est notre VP Industrie et qui est aussi président de la CPAM. Sylvie Plugnant, qui est la représentante du VP Commerce, puisque notre VP Commerce est absente aujourd'hui, donc c'est Sylvie qui la représentera. Nous devions avoir Frédéric Verdet, notre éminent Frédéric Verdet, président d'Énergie PME, qui sera excusé puisqu'il est en déplacement et qui sera représenté par notre éminente présidente Corinne Dinasti, présidente de la CPME 13. Humberto Miranda, qui est le directeur du GIMS, avec qui on parlera un petit peu de santé. Et puis moi-même, donc Damien Particelli, vice-président de la CPME des Bouches-du-Rhône, qui va essayer d'animer et de jouer un peu le monsieur loyal sur cette table ronde. Voilà. Donc on a un timing 15h20 maxi, puisque Nicolas Bouzou doit retourner dans ses contrées lointaines du côté de la capitale, je crois. Et il a un TGV, donc on va vraiment essayer de tenir le timing pour vous permettre aussi tous ensemble de profiter de cette belle après-midi et de voir un petit peu soit du réseau, soit des stands, enfin profiter de tous nos événements. Alors Nicolas, je vous propose de venir me rejoindre et de faire cette petite introduction. Donc vous avez une quinzaine de minutes, donc on sera debout ou assis, comme vous le souhaitez. Voilà. Merci beaucoup. Bon, j'espère que vous allez bien. En fait, ce que je voudrais vous dire, c'est que finalement, l'économie ne va pas si mal que ce qu'on aurait pu penser. En fait, je vais être très schématique, mais je vais essayer de faire comprendre l'essentiel de ce qui est important. Ce qui a été très nouveau, et qu'au fond, quasiment personne ici n'avait connu durant sa vie professionnelle, c'est le fait qu'on a connu, à la sortie du Covid, un mouvement d'inflation très rapide. Et en fait, pour retrouver les niveaux d'inflation qu'on a connus, il faut revenir au début des années 80. Donc soit on ne l'a pas connu dans notre vie professionnelle, soit c'est vieux et on ne s'en souvient pas et on avait perdu les réflexes de ce type d'environnement. Alors pourquoi est-ce qu'on a connu de l'inflation ? Pour une raison extrêmement simple. Au moment du Covid, on s'est dit les économies vont sortir de la pandémie un peu fatiguées, les gens ne voudront pas consommer, les entreprises ne voudront pas investir. Et donc, il faut mettre en place des plans de relance importants. France Relance, en France, mais enfin, on a fait le même type de plan de relance absolument partout dans le monde, financé par la hausse de l'endettement public. Bien évidemment, on n'a pas augmenté les impôts, on n'allait pas affecter l'économie. Donc, on a fait financer ça par des déficits publics, donc par la hausse de l'endettement public. Donc, d'un côté, on a généré beaucoup d'activités économiques, mais de l'autre, au sortir de la pandémie, il y avait encore des problèmes logistiques, le commerce international n'était pas complètement reparti, la Chine, qui est quand même la première industrielle au monde, a mis aussi beaucoup de temps à repartir, elle n'est d'ailleurs jamais complètement repartie, est arrivée là-dessus, ça on ne pouvait pas le savoir, mais la guerre en Ukraine, qui nous a coupé, guerre en Ukraine plus sanctions contre la Russie, ces deux nous ont coupé d'à peu près 15% des matières premières qu'on importait, notamment évidemment hydrocarbures, mais pas seulement, surtout hydrocarbures. Donc, vous voyez, on a relancé la demande, et puis on avait des restrictions au niveau de l'offre, et donc on s'est retrouvé avec des prix qui ont monté très vite. C'est ça ce qui a généré l'inflation. Et donc la hausse des taux d'intérêt très rapide pour ceux d'entre vous qui travaillent dans l'immobilier. Ce qui a été le plus problématique dans cette période n'était pas tant le niveau des taux d'intérêt qui a plafonné, si je regarde l'OAT 10 ans, il a plafonné à 3,20%, quelque chose comme ça. Mais en revanche, la hausse a été incroyablement rapide. Mais c'est normal, ça a suivi l'inflation. Hausse des prix, hausse des taux d'intérêt. Et ça, si vous voulez, quand on regarde dans l'histoire économique la façon dont on sort en général de ce type de contexte, on en sort toujours de la même façon, par la récession. Et pourquoi on en sort par la récession ? Parce que quand il y a de l'inflation,
les banques centrales combattent l'inflation, c'est dans leur statut, elles augmentent les taux d'intérêt rapidement. Les États essaient aussi de combattre l'inflation en diminuant leur déficit public, en essayant de faire ralentir un peu l'activité économique. Et donc, on a une récession. C'est ce qu'on a connu dans les années 80, je prenais cet exemple-là. On a une récession et on n'a plus d'inflation. Et là, ce qui est sympa dans la période que l'on vit, du point de vue économique, à d'autres plans, il y a énormément de problèmes et de choses qui ne vont pas. Mais du point de vue économique, c'est qu'on a l'impression qu'on sort de l'inflation. Alors attendez, on sort de l'inflation, entendons-nous bien. L'inflation est de moins en moins forte, mais ça ne veut pas dire que les prix baissent. On ne retrouvera pas le niveau de prix, c'est mon diagnostic, d'avant Covid. L'inflation baisse, ça veut dire tout simplement que les prix sont en train de se stabiliser. Ils ne baissent pas, ils vont peut-être baisser un peu, mais à mon avis, ils ne baisseront pas en due proportion de l'augmentation qu'on observe depuis 3 ans. Mais en tout cas, l'inflation est en train de baisser et on a évité au niveau mondial la récession. Il y a quelques pays qui sont en récession, ça veut dire que l'activité en moyenne baisse. Ça veut dire ça la récession. Alors, il y a des pays qui sont en récession. L'Allemagne est en récession. Parce que l'Allemagne, elle avait une industrie qui utilisait du gaz russe. Il n'y a plus de gaz russe pour les Allemands, en tout cas. Elle exportait beaucoup à la Chine. L'Allemagne avait un excédent commercial, cas unique dans les pays développés, vis-à-vis de la Chine. La Chine est en difficulté, il n'y a plus de gaz russe, donc l'Allemagne est en récession. Mais si on prend la France, l'activité ralentit, elle est moins forte, mais elle ne baisse pas. Donc il n'y a pas de récession, ce qui est le cas dans la plupart des pays développés. Et puis vous avez un pays qui va bien, c'est les États-Unis. Les États-Unis vont très bien parce que l'administration Biden, qui est très dynamique et très rigoureuse sur les sujets économiques, a mis en place un dispositif dont vous avez sans doute entendu parler, qui s'appelle l'IRA, l'Inflation Reduction Act, qui a été promulgué il y a un peu moins de 18 mois, pas l'été dernier mais l'été d'avant, qui n'a pas grand-chose à voir avec l'inflation, mais qui est un immense système de crédit d'impôt pour mettre en place une industrie décarbonée. C'est ça, l'Inflation Reduction Act. Et avec d'autres dispositifs un peu plus sectoriels, comme des subventions, par exemple, pour produire des semi-conducteurs, eh bien, en fait, ça a conduit à une réindustrialisation des États-Unis à une vitesse inédite. On n'a jamais vu ça dans l'histoire économique, la vitesse de réindustrialisation des États-Unis. Nous, on suit un indicateur très simple. Les surfaces industrielles mises en chantier, on a une courbe à la verticale qui rappelle ce que la Chine a connu dans les années 80. Vous voyez, c'est ce type de dynamique. Donc, c'est évidemment très positif pour les États-Unis. Nous, il y a un début de mouvement de réindustrialisation, vous le voyez bien d'ailleurs, à Marseille, Faust, vous voyez bien qu'il y a des très gros projets, donc on voit qu'il se passe aussi quelque chose. En 2024, on se dote en France d'un outil qui est copié sur l'IRA américain, qui s'appelle le Crédit Impôt Développement Durable, qui est, à mon avis, un excellent outil, c'est une très bonne politique économique. Donc, on peut imaginer aussi, même s'il reste plein de difficultés en France, y compris pour monter des usines, c'est très long, c'est très compliqué, il y a des recours juridiques, donc il y a plein de choses à améliorer, mais on voit quand même qu'il y a quelque chose de positif et d'un peu nouveau qui est en train de se produire. Donc, vous voyez, pour répondre à votre question, que la situation économique n'est pas si mauvaise que ça, surtout si on la met au regard du contexte géopolitique, la guerre en Ukraine, et puis on voit que c'est très compliqué, que ça ne se passe pas comme on voudrait que ça se passe, en tout cas de mon point de vue, les attentats terroristes et du Hamas et tout ce que ça génère au Proche-Orient, les tensions évidemment à Taïwan, ça c'est une guerre froide, c'est pas une guerre chaude, mais enfin ça a des conséquences économiques potentielles, notamment sur notre capacité ces 10-15 prochaines années à avoir accès aux semi-conducteurs taïwanais. Donc contexte géopolitique, la montée aussi des problèmes de terrorisme et de ressentiment anti-français en Afrique subsaharienne. Donc, vous voyez que le contexte géopolitique n'est pas bon. Dans ce contexte, on voit quand même qu'il y a une certaine résilience. Je l'évoquais ce matin en introduction, je n'y reviens pas, une certaine résilience des entreprises. On a un sujet en France, mais dans tous les pays développés, c'est la dette publique. Il va falloir commencer à être sérieux, parce que si vous regardez les intérêts de la dette, en 2027, c'est le premier budget de l'État, devant tous les autres. C'est idiot. C'est idiot que le premier budget de l'État, ce soit ni l'éducation nationale, ni la défense, ni l'intérieur, mais que ce soit
l'assurance vie, ça c'est bien pour vous, mais aussi le paiement des fonds de pension américains, des retraités de Miami, etc. C'est dommage. Donc, il faut sortir du quoi qu'il en coûte, ce qu'on n'a pas encore véritablement fait. Le quoi qu'il en coûte, moi j'ai soutenu cette politique, c'était la moins mauvaise politique au moment où il fallait la prendre. Mais c'est vrai que dans le contexte français, dans le contexte de passion française pour la dépense publique, un problème, une dépense publique, grosso modo, façon de réfléchir française, le quoi qu'il en coûte, c'est plus difficile d'en sortir qu'ailleurs. Les enjeux à long terme, et je m'arrête pour rester dans le délai que vous m'avez imparti, la transition écologique, qui est un problème, je vais vous étonner, qui m'inquiète pas énormément, parce qu'on a pris le problème à bras-le-corps. Je supporte pas les gens qui disent la transition écologique, on fait rien, la France c'est catastrophique, faut tout changer. Je supporte pas, parce que c'est faux. Parce que c'est faux. Déjà, la France est l'un des meilleurs élèves au monde de la transition écologique. On est l'un des pays les plus décarbonés au monde. Alors qu'on est l'un des pays les plus décarbonés au monde, on diminue nos émissions carbone. Et même si on ajoute les émissions carbone importées, en fait, ça augmente. Donc c'est ce qu'on appelle l'empreinte carbone. Elle diminue aussi. Et tous les pays démocratiques, la France, les pays de l'Union européenne, les États-Unis désormais, baissent rapidement leurs émissions carbone. Alors j'entends dire toujours, on va pas assez loin. Bah oui, on va jamais assez loin, c'est vraiment un sophisme que de dire ça, on pourra toujours le dire. On va d'autant moins loin, on va d'autant pas assez loin que le réchauffement climatique a déjà commencé, donc on n'ira jamais assez loin, puisqu'on a déjà commencé à faire des bêtises. Mais on a pris le taureau par les cornes, on investit beaucoup dans les énergies décarbonées, c'est bien, on transforme nos usages, la voiture électrique, l'isolation des bâtiments, on fait beaucoup de choses, il faut continuer, on n'est pas à l'abri de bonnes surprises, j'en parlais ce matin, l'hydrogène blanc peut-être, on va voir, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles dans la vie, il peut aussi y avoir parfois de bonnes surprises, y compris sur le plan technologique, ça arrive. Donc c'est pas le sujet qui m'inquiète le plus. Le grand défi, ce sera mon dernier point, auquel on ne réfléchit pas assez, c'est l'impact de l'intelligence artificielle, des innovations en général et de l'intelligence artificielle en particulier. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle une révolution industrielle, c'est-à-dire l'émergence d'une technologie qui a des impacts sur l'ensemble de l'économie. Il faut, avec ces histoires d'intelligence artificielle, en particulier avec les applications du type ChatGPT, donc ce qu'on appelle les intelligences artificielles génératives, qui génèrent du texte, des images. Pour ChatGPT, certaines peuvent générer aussi de la musique, des vidéos, tout ce que vous voulez. Il faut se concentrer sur les vrais débats. Le vrai débat, c'est pas est-ce que c'est dangereux pour nous, est-ce que ça va générer une extinction de l'espèce humaine. La réponse est non. ChatGPT ne nous veut pas de mal. Puis là, même s'il ne nous aimait pas, de toute façon, il n'a pas de conscience, mais il n'en aurait pas les moyens, donc c'est pas un sujet. La fin du travail, c'est pas un sujet, il y a toujours du travail. Le vrai sujet, c'est pas est-ce qu'il y aura des enseignants, est-ce qu'il y aura des médecins, est-ce qu'il y aura des ingénieurs dans 10 ans. Le sujet, c'est que feront les médecins, que feront les enseignants, que feront les ingénieurs dans 10 ans. Ça, par contre, c'est un sujet extrêmement concret. Et pour vos entreprises, pour être très concret, il faut que tous vous utilisiez ChatGPT, même si ça ne vous plaît pas, pour voir ce que c'est, pour vous sensibiliser à ça, pour voir dans vos entreprises, non pas peut-être quel type de métier ça va supprimer, mais surtout quel type de tâches à l'intérieur des métiers ça va supprimer, comment on forme les gens à les utiliser, comment on diminue la pénibilité du travail. Parce qu'il faut arrêter aussi avec l'innovation qui ne crée que des problèmes. L'innovation, quand on regarde les choses dans le temps, ça a été le principal facteur de diminution de la pénibilité du travail. Bon. Les machines à laver ont remplacé les lavandières, mais c'est bien parce que les lavandières, c'était nul comme métier. Et c'est pour ça que c'était les femmes qui le faisaient d'ailleurs. Vous voyez ? Donc c'est très bien que ça ait supprimé ce type de tâches. Donc il faut voir l'intelligence artificielle de cette façon-là, en se disant quel type de management ça doit m'amener à développer dans mon entreprise. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Je vois qu'il est en forme quand même. Vous avez vu que le repas était bon et ça fait plaisir d'avoir un peu plaisir d'être avec vous. Des personnes avec un franc-parler. 3 000 milliards de dettes, effectivement, intérêt de la dette, premier budget de l'État. C'est presque à pleurer. Excusez-moi, mais c'est presque à pleurer. Premier budget de l'État, les intérêts de la dette. Bon, il va falloir s'y faire. Malheureusement, c'est une triste réalité.
Alors, effectivement, on a de nombreux sujets. Vous avez dit beaucoup de choses qui sont très, très intéressantes. Alors, comme on n'a pas beaucoup de temps, bien sûr, on ne va pas rebondir sur tout, mais on va poser quelques questions à l'ensemble de nos invités. Donc, on va démarrer par Daniel Salinck, président de la Chambre des métiers, sur le champ de l'artisanat. L'artisanat est un secteur aujourd'hui qui rencontre énormément de problèmes, de défis majeurs en termes sur de nombreux points. Hein. Augmentation des matières premières, augmentation de l'énergie, tout ce qui est contraintes RSE et autres. Donc on a énormément de normalisation, beaucoup de choses. Donc il y a beaucoup d'enjeux. Comment on va dans le futur? Quelles vont être les marges de manœuvre pour relever tous ces défis et arriver à rester rentable sans mettre la baguette de pain à 3 euros, quoi. Voilà, alors qu'est-ce que c'est, hein? Donc Daniel, un petit mot, et puis Nicolas Ouzou. Tu as un peu tout résumé. Dire que ça va pas trop mal, bon, ok, c'est bien. Je veux pas que ça soit un effet placebo quand même, hein, parce que beaucoup de monde aujourd'hui, ça va pas si mal. Après, il y a les gens de terrain. Et ils s'aperçoivent que ça va pas si bien non plus. Donc, ok, acte. Aujourd'hui, on a des défis qui sont énormes. On est sur 48-49% de pourcentage d'augmentation des matières premières. On parle du même taux pour les emballages. On est sur une augmentation du SMIC aujourd'hui à 13%. Ça devrait passer en janvier à peu près à 18%. C'est des taux, hein, ça existe. Donc augmentation du SMIC de 18%. Donc augmentation des charges de 18% par rapport au SMIC. Ce qui veut dire aussi que les salaires des gens qui touchaient 20% de plus le SMIC demain touchent le SMIC. Donc il faut quand même augmenter ces gens-là aussi. C'est un effet ressort. On parle de l'énergie, c'est un souci, mais on l'a sous-payé un petit peu, donc on comprend qu'on l'a payé beaucoup plus cher. On parle de crédit sur 7 ans, pour des entreprises artisanales en tout cas. Ça n'a toujours pas bougé. Donc automatiquement, on a un problème au niveau du prix. C'est-à-dire que soit on augmente les prix de façon exponentielle, donc il faut prendre nos prix et les multiplier par 40%, pour arriver à retrouver à peu près le niveau de marge qu'on avait il y a 5 ou 6 ans en arrière, soit on n'augmente pas le prix, et là, je dis, on a un problème, à moins que vous ayez une autre solution. Et franchement, ça me plairait bien. Déjà, le discours dominant, c'est pas celui que c'est pas le mien, hein. Moi, j'ai dit ça va pas si mal. Le discours dominant, c'est tout s'effondre. C'est ça ce qu'on entend partout dans les médias. Donc, mon discours, vous l'entendrez pas dans beaucoup d'endroits, hein. Quant au terrain, moi j'ai ma boîte, j'ai des salariés, pareil. Et alors, je veux pas rentrer dans les merdes de ma vie privée, mais j'ai la chance de vivre avec quelqu'un comme vous, puisque je vis avec un artisan, une artisane. Voilà. Donc, je suis très sensibilisé à ces sujets. Dans l'artisanat du bâtiment, vrai artisanat, hein. Bon, avec les problématiques de coûts de matières premières, etc. Tout ça, je connais par cœur. Énergie. Et je vais sur les chantiers, moi, en plus, parce que je vais discuter avec les uns et les autres. Donc, ce terrain-là, je le connais. À mon avis, il y a un levier sur lequel on peut jouer aujourd'hui utilement, parce que c'est un sujet qui est à la mode, et la CPME connaît bien ça, mais il faut qu'on soit beaucoup plus concret. Et là, vous pouvez avoir une action très positive. C'est la question de la simplification normative. Tous les artisans m'en parlent. Pas que, on va dire, tous les dirigeants de PME, on va dire, évoquent cette question de l'inflation normative qui est un peu le symétrique de la dépense, de la dépense publique. Il y a plusieurs chantiers de simplification en ce moment dans le pays. Il y en a toujours eu. Il y avait eu un choc de simplification il y a 10 ans et puis ça n'avait pas simplifié grand-chose. La difficulté, me semble-t-il, hein, qu'ont les pouvoirs publics, c'est que on n'arrête pas de se plaindre de l'hyperinflation normative, mais ils ont du mal à identifier quelles sont concrètement les normes qui sont problématiques du point de vue économique et qu'on pourrait retirer. Et là, je trouve qu'il y a un chantier très intéressant. Alors, le ministre de l'économie et la ministre des PME ont lancé ce qu'on appelle des rencontres de la simplification, auxquelles la CPME participe, bien évidemment, qui consistent justement à vous solliciter pour essayer de voir ce qui ne va pas. Moi, j'y suis pas. Je pense que la démarche n'est pas idiote. Enfin, je pense que, grosso modo, c'est plutôt bien de faire ça. Mais ce que je sais, c'est que dès qu'on entre dans les détails de cette simplification, on a toujours du mal à voir très concrètement les normes qu'on peut enlever. Donc là, je pense, notamment dans vos métiers, je pense que c'est l'un des aspects. Alors, ça ne couvre pas la totalité, évidemment, des problématiques dont vous avez parlé. Des problématiques énergétiques, vous avez 1000 fois raison. Il y a une réforme en ce moment du marché européen de l'énergie. Ça va pas baisser les prix de l'énergie, ça va faire en sorte qu'il y ait moins de variations dans le temps.
une stabilisation. C'est pas grandiose, c'est peut-être quand même, ça va peut-être quand même dans la bonne direction. Ce qui permettra de faire baisser les prix, c'est le fait que, mais ça, là je vais pas vous mentir, ça prend du temps, c'est le fait qu'on développe nos capacités de production énergétique, ce qu'on fera avec le nucléaire, mais c'est dans 12-15 ans, ce qu'on fait avec le renouvelable, mais c'est dans 5-6 ans. Donc le temps que les ça cycles met s'installent. ça met du temps à arriver. Mais je pense très honnêtement que ce chantier de la simplification, là, il y a un coup à jouer qui est utile pour vous, mais enfin pour l'économie dans son ensemble. Ok, pour cette partie artisanat, merci beaucoup. Chantal Morvan, donc pour la partie service. Alors tout à l'heure, Nicolas Bouzou a parlé un petit peu d'intelligence artificielle. Alors effectivement, quid de l'intelligence artificielle? Vous le dites, ChatGPT est notre ami. Pour l'instant, on l'a pas encore trop rencontré comme ça. Donc peut-être on se trompe. Je pense qu'il faut apprendre à l'utiliser. Alors Chantal, qu'est-ce qu'on pourrait poser là comme question sur ces sujets-là? Oui, alors merci de me donner la parole. Donc, je suis vice-présidente service, en effet, de la CPME 13 et je dirige un centre d'appel pour professions médicales et juridiques. Donc, à ce titre, je représente les services. Donc, les services, c'est un peu une rubrique historique de l'activité économique, c'est-à-dire l'homme, hein, la ressource principale du service, la matière première, si on peut ramener à ce terme, c'est l'homme, la ressource humaine. Or, cette ressource humaine, par définition, elle est humaine, avec des rythmes humains. Et elle est opposée aujourd'hui à une intelligence artificielle, avec des rythmes qui sont à des années-lumière du rythme de l'homme. J'ai tendance à donner un exemple. Autrefois, quand on recevait un courrier, on n'était pas au pied de la boîte aux lettres avec son papier à lettres, son timbre et son enveloppe. Aujourd'hui, pour autant, quand on reçoit un mail, dans les 5 minutes qui suivent, on nous dit est-ce que tu as vu mon mail? Tu n'as pas répondu à mon mail? Et l'intelligence artificielle vient en plus à un rythme effréné, multiplier les cadences, auquel l'homme, même s'il cherche à les suivre, ne peut pas biologiquement et fondamentalement s'adapter. Donc, vous disiez tout à l'heure, en effet, qu'il fallait s'intéresser à qu'est-ce que c'est que cette intelligence artificielle, qu'est-ce qu'elle propose. Alors, est-ce que ça veut dire que l'homme va disparaître en mode science-fiction, comme certains films, on a vu que des machines nous gérer, parce qu'on voit ça, hein, l'échelle d'une civilisation, ça va très très vite, et nous, on reste les mêmes biologiquement qu'il y a 200 ans, ou il y a 300 ans, ou il y a 3000 ans. Donc, comment est-ce que vous voyez cette évolution? Est-ce qu'on va se faire croquer? Est-ce que les services vont disparaître? Est-ce qu'on appuiera sur un bouton pour avoir les services? Pour autant, il faudra continuer à faire du ménage. Pour autant, il faudra continuer à répondre au téléphone ou à avoir un service dans les hôpitaux. Quelle est votre vision par rapport à ça? Bon, alors moi, je vous remercie de poser cette question qui, à mon avis, est l'enjeu principal, en fait, de ce à quoi on doit réfléchir aujourd'hui. Mon idée, c'est que plus il y a de technologie, plus on a besoin d'humains. Parce que ce sont des facteurs de production complémentaires. Parce que ChatGPT sait faire plein de choses, mais nous, on sait faire des choses différentes de ChatGPT. En fait, la technologie, elle est meilleure que nous pour répondre rapidement à des problèmes très précis et très concrets. Vous évoquez vos emails. Vous en avez trop. Ben, vous pouvez parfaitement demander à ChatGPT de répondre à 80% de vos emails. Donc ça va vous libérer du temps. Vous voyez? Mais faites cet exercice. Quelque chose qui fait partie de votre métier. Et que vous trouvez important. Et que vous aimez faire. Demandez à ChatGPT de le faire. Moi, comme tous ceux qui s'intéressent à ça, je l'ai fait pour voir. Alors je lui ai demandé, par exemple, de me faire... Je fais toutes les semaines une chronique pour l'Express. Donc je lui ai demandé de me faire une chronique pour l'Express. Il l'a faite. C'était très, très propre, si vous voulez. Il n'y avait pas d'erreur. Mais il y avait quand même une différence avec moi. C'était moins engagé. C'était moins clivant. Il n'y avait pas d'aspérité. En d'autres termes, c'était moins humain. Et donc, ce en quoi nous aide la technologie, c'est qu'elle nous pousse à développer nos qualités. Et elle nous pousse à être plus humains. Et donc, dans les services, vous l'avez dit vous-même, le cœur du service, c'est justement l'humain. L'intelligence artificielle ou les technologies, c'est un outil. J'évoquais la question très concrète du médecin tout à l'heure. Quel est le problème de la médecine aujourd'hui? Vous allez, je vais être très concret, hein, dans un cabinet de médecine générale, vous allez chez votre médecin généraliste, il n'y a pas de technologie. Il y a un tensiomètre, un stéthoscope, c'est des trucs qui ont 100 ans, c'est pas, d'accord? C'est très humain. Est-ce que le service rendu est très exactement celui qu'on aimerait avoir? Honnêtement, je pense que ça pourrait être mieux.
Il n'y a jamais de prévention, c'est 15 minutes, parfois on est à peine ausculté, voyez. Et donc, on imagine assez bien que la technologie pourrait être utilisée pour faire de l'imagerie, du diagnostic, les questions administratives, et libérer du temps de discussion sur des sujets médicaux de fond. Donc là, vous voyez très concrètement comment la technologie nous aide à être plus humains. Donc la question n'est pas celle de la disparition de l'homme, etc. Je peux me tromper, là encore, bien évidemment, mais je crois absolument pas à ça. C'est au contraire comment on utilise ces technologies. Si on les considère comme des outils, ces technologies seront des outils. Et là, je crois honnêtement qu'on a tout lieu d'être optimiste, parce que ça peut nous aider à faire plein de choses qui nous semblent ingrates et ennuyeuses. Donc optimisons, déchargeons-nous sur ChatGPT toutes les tâches ingrates et qu'on ne souhaite pas faire, qui sont automatisables, et concentrons-nous sur notre compétence métier et sur la fourniture de services ou de produits. Oui, et puis sur la relation, les interactions avec les clients, avec les collaborateurs, les clients, évidemment, bien sûr. Ok, c'est très clair. Jean-Christophe Trappi, sur la partie industrie. Alors là aussi, on est encore l'industrie, ça évolue énormément. Il y a beaucoup de challenges sur beaucoup de secteurs. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait demander aujourd'hui à Nicolas et quels seraient un peu les axes en 3-4 minutes? Alors, on va un peu survoler parce qu'il y a tellement de choses à dire. Mais voilà, qu'est-ce qu'on pourrait voir? Merci Damien. Bonjour Monsieur Ouzou. Bonjour à toutes et à tous. Alors, moi, si j'ai bien compris l'introduction que vous avez faite, vous nous avez dit que finalement, l'économie, c'était des cycles qui se répétaient dans l'histoire, et donc avec des hauts et des bas. Je pense qu'aujourd'hui, on est à une période charnière où les choses évoluent très vite, notamment fiscalement, socialement, sociétalement, environnementalement et autres, en définitive, avec pour nos chefs d'entreprise et nos industries, des conséquences qui sont souvent très lourdes financièrement. Si vous deviez partager votre expérience justement par rapport au recul que vous avez eu sur ces thématiques, sur ces sujets-là, est-ce que vous auriez un ou deux tuyaux, une ou deux solutions simples pour que nos industries, nos entrepreneurs soient plus agiles et puissent faire face à ces problématiques-là? Pour les sujets industriels en règle générale? Tout à fait, on va rester dans un cadre général. Moi, je suis sur le bâtiment aussi, oui, donc voilà, de manière très pragmatique, des choses qui peuvent toucher le plus grand nombre. Oui, voilà. Bien sûr. Ah bah alors, j'en ai un tout petit peu parlé en introduction ce matin, mais pour moi, l'un des deux... Alors, ce que je vais dire est très facile à dire de là où je suis, et très difficile à faire de là où vous êtes. Mais l'une des grandes marges de progression aujourd'hui des entreprises, je suis absolument persuadé que c'est dans le management. Où en fait, on est au Moyen-Âge du management, pour une raison simple. C'est qu'on a considéré en France que manager était une promotion à la place d'être une compétence. Or, il n'y a rien de plus difficile que de diriger les gens. Et donc, on met pour diriger des équipes des gens qui sont de bons techniciens, mais qui n'ont pas nécessairement de goût pour ça, qui n'ont pas nécessairement de qualité pour ça, parce qu'être manager, c'est vouloir se mettre au service des autres, c'est vouloir être une ressource pour les autres, c'est vouloir résoudre les problèmes des autres, lever les difficultés des autres. Donc c'est une tournure d'esprit et un caractère qui est tout à fait particulier. Et on met à ce genre de poste des gens qui ne sont pas faits pour ça. Et comme on est parfois un peu lâche, on en met beaucoup. Donc non seulement la compétence des managers est inégale, mais en plus il y en a trop. Et là, si on arrive à mettre ça sur la table, ce qui est de toute façon une exigence, vous demandez aux gens, il n'y a pas de crise du travail aujourd'hui, mais ce n'est pas le sujet du jour, mais il y a une crise de l'engagement au travail, disons. Vous demandez aux gens très schématiquement, est-ce que vous aimez votre entreprise? 80% des Français répondent oui, on aime notre entreprise. Est-ce que vous aimez votre travail? 80% des gens répondent oui, on aime notre travail. Est-ce que vous aimez votre manager? 80% des gens répondent non. Vous m'avez suivi. Alors c'est peut-être excessif parce que des gens rationalisent leurs difficultés en le mettant sur le dos de leur manager, bien sûr, hein, tout ça, mais quand même, et puis je le vois bien là, j'entends les réactions quand il y a un sujet, on voit bien quand même qu'il y a un sujet. Donc là vous voyez typiquement, je trouve, alors je disais que c'était facile à dire et difficile à faire, hein, bien sûr,
Mais c'est très difficile de diriger une entreprise. Mais je trouve que là, vous voyez, il y a un levier pratique, très concret, qui doit vraiment, sur lequel on peut vraiment faire des progrès. Au fond, l'idée, c'est d'arriver, c'est comme dans l'ensemble de la société d'ailleurs, hein, c'est d'arriver à créer un management qui se fasse plus par la confiance, voyez, que par le contrôle systématique. Parce que quand vous mettez des bons techniciens managers, en fait, leur réflexe, ça va être de remettre des normes, des process, etc. Tout ce dont vous souffrez, en fait, on en remet 3 couches. Donc là, je trouve qu'il y a un vrai sujet, qui n'est pas propre à l'industrie, hein, qui va bien évidemment au-delà de l'industrie. C'est très vrai ce que vous dites. Et très souvent, on a tendance à reporter nos difficultés sur le responsable, sur le manager. Donc le manager est un peu le bouc émissaire de tous les soucis. Quoi. Voilà. Le manager est mauvais, le patron est pire, et le gouvernement c'est la cata, et le président de la République, il faut le changer. Donc ça, ce mouvement ascendant, il est complètement logique. Mais parfois, le Pareto, il faut aussi un peu le nuancer. Très bien. Sur la partie, sur le champ social, donc c'est Corinne qui va opérer à la place de Frédéric. Alors, on est effectivement dans une société aujourd'hui qui est vraiment en grande mutation. On observe statistiquement de plus en plus d'écarts entre les très pauvres et les très riches. Il y a beaucoup de difficultés économiques, beaucoup de difficultés au niveau des petites classes ou des classes moyennes. Et on a bien sûr une répercussion dans l'entreprise. Donc Corinne, c'est un vrai sujet. C'est un sujet qu'on n'aborde peut-être pas assez aussi, parce que là, on a parlé de prospective. Ouais. On a parlé aujourd'hui ensemble, manageons l'avenir. Je reviens encore sur la thématique du salon. Les chefs d'entreprise, on l'a dit aussi, c'est des gens résilients. Je sais plus, tout à l'heure, on l'a dit. Hein. Ils repartent. Hein, malgré tout, malgré les difficultés, ils arrivent à trouver l'énergie en eux-mêmes pour repartir. Malheureusement, on est confronté à des problèmes de main-d'œuvre et de main-d'œuvre qualifiée, ou de personnes qui n'ont plus l'envie ou qui sont trop éloignées de l'emploi. La paupérisation de la population aujourd'hui, faut pas malheureusement la nier, elle existe. On a même l'impression qu'elle s'accentue. On a aussi constaté de plus en plus de violences, mais de violences pas que telles que, bon, souvent on les associe à l'image de Marseille, certes, mais moi je dirais la violence aussi dans les rapports sociaux, dans les rapports entre collaborateurs ou entre le manager, comme vous le citiez, ou l'ensemble des salariés. Enfin, on s'inquiète. Beaucoup font de l'insertion, donc on a quand même des chefs d'entreprise qui sont conscients qu'il y a nécessité d'apporter et de redonner le goût à la valeur travail, et qui sont dans l'insertion. D'ailleurs, avec Pascal, c'est complètement différent, mais on était en visite dans la prison des Baumettes récemment, et on a vu aussi qu'il y avait du travail pénitentiaire qui est une opportunité, par exemple, pour les chefs d'entreprise. Mais bon, la paupérisation dont on parle, nous, on s'inquiète et on se dit comment va évoluer la société et comment, justement, les TPE-PME peuvent, elles aussi, évoluer avec ce facteur social qui fait peur quand même, parce que, bon... J'espère qu'il y a des solutions. Les gens sont conscients de ça, mais pour autant, comment inciter à améliorer les choses ? Non, mais des solutions, il y en a en fait. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'on a un taux de chômage qui est de l'ordre de 7% de la population active. Et en fait, dans ce taux de chômage, vous avez la moitié des gens, c'est du chômage de longue durée, c'est ce que vous avez appelé des personnes éloignées de l'emploi. Donc très concrètement, hein, pour pas être théorique, c'est des gens qui, assez souvent, n'ont jamais travaillé. Leurs parents n'ont jamais travaillé. Ils ont parfois des difficultés de compréhension et d'expression en français. Et donc, et puis, ils n'ont pas appris à se comporter en entreprise, à arriver à l'heure. Vous parliez de la violence des rapports sociaux. Donc là, il y a tout un travail, mais qui ne peut pas se faire en 3 jours et qui ne peut pas être fait uniquement par les entreprises. Un travail associatif, de formation, des pouvoirs publics, pour ramener progressivement ces gens vers l'emploi. Mais ça, vraiment, je le dis, malheureusement, en France, on a laissé pendant très longtemps la situation se dégrader, et ça va pas se faire en 3 jours, et ça va pas se faire simplement, pardon de le dire, mais en augmentant le RSA, en fait, parce que c'est très bien d'augmenter le RSA, mais simplement, ça aide les gens à survivre, mais c'est pas ça ce qui va les ramener dans l'emploi. Donc ça, c'est un premier sujet qui est essentiellement quand même un sujet de politique publique, disons. Vous avez un deuxième sujet, c'est qu'on voit aussi une augmentation de la pauvreté chez les salariés. En fait, vous disiez tout à l'heure, le SMIC a augmenté de 13,5% depuis 2 ans, depuis le début du mouvement d'inflation. Et en réalité, le SMIC a beaucoup augmenté,
Mais au-dessus du SMIC, les salaires ont beaucoup moins augmenté. Et donc, on se retrouve avec une situation dans laquelle, pour vous donner le chiffre précis, on a aujourd'hui 17,5% des salariés qui sont au SMIC. Donc, il y a une smicardisation de la société. Et en plus, on voit au-dessus que ça ne progresse pas beaucoup. Et si vous faites des comparaisons internationales, vous regardez les salaires bruts ou les salaires nets, donc ce n'est pas uniquement un problème de charge sociale, mais vous voyez que les salaires en France, alors pas dans l'absolu, mais relativement à la moyenne des pays de l'OCDE, c'est comme les classements PISA, sur l'éducation, c'est exactement la même chose, et d'ailleurs, c'est en partie lié, vous avez une dégradation. En fait, sans s'en rendre compte, on est devenu un pays où les salaires ne sont pas très élevés, sans s'en rendre compte. Et ce sujet, c'est un sujet qu'il faut aborder en profondeur. En fait, les salaires, fondamentalement, ça dépend, alors pardonnez-moi de jargonner un tout petit peu en technocrate, mais ça dépend de la productivité du travail. Cette productivité du travail, en France, elle a beaucoup... Quand j'étais petit, on disait toujours, elle est très élevée, etc. Aujourd'hui, elle est basse et elle diminue. Voilà, ça, c'est la réalité de la France. Pourquoi ? Parce que on a laissé notre système éducatif se dégrader, système de formation continue aussi, et aujourd'hui, ça se paye. Vous voyez, typiquement, les classements PISA nous disent, là où la France a le plus baissé, c'est en mathématiques. Au bout d'un moment, en fait, c'est très concret. Ça veut dire qu'on manque d'ingénieurs. Ça veut dire qu'on manque de techniciens. Vous voyez, quand il y a eu le problème des centrales nucléaires l'année dernière, les problèmes de corrosion sous contrainte, vous savez, des réacteurs nucléaires qu'on a été obligé d'arrêter, il a fallu faire venir plein d'étrangers, parce que en France, on ne trouvait pas en fait, des gens qui étaient qualifiés pour faire ça. Donc ce problème de dégradation de la qualité de l'éducation, c'est évidemment un problème en soi. Mais c'est aussi devenu un problème économique qui se traduit par des salaires, par des trappes à bas salaires, par des salaires qui ne sont pas très élevés. Et d'ailleurs, j'ai entendu avec beaucoup d'intérêt le fait que le ministre de l'Éducation nationale faisait ce lien entre l'économie et les performances éducatives du pays. Alors, on n'améliore pas l'école uniquement pour les entreprises, bien sûr, mais c'est très bien de faire ce lien parce que c'est très juste. Mais ça aussi, malheureusement, je ne peux pas mentir, voilà, on n'en verra pas les résultats dans 3 mois, clairement. C'est un travail sur Oui, bien sûr, allez-y. Si je peux me permettre une petite intervention avec ton autorisation, Damien. Non, mais je vous la donne. Merci. On est un peu serré pour votre Juste TGV. 30 secondes, voilà. Non, oui, mais le TGV attendra. Voilà. J'ai une salariée à qui j'ai proposé une augmentation. Elle est au-dessus du SMIC. Ah oui, je sais ce que vous allez dire. Et elle m'a répondu, non, Chantal, je ne veux pas que tu m'augmentes. Pourquoi ? Parce que je vais payer des impôts et je vais payer plus cher la crèche des enfants. Je perds en pouvoir d'achat. Et je vais perdre en pouvoir d'achat. Donc, du coup, je suis en train de jongler parce que moi, avec mon mindset à moi, j'ai la notion de récompense quelque part, peut-être un peu surannée, mais je suis désolée. Non, c'est pas du tout surannée, non. Mais elle me dit non. Elle m'a dit non, je ne veux pas parce que du coup, la crèche je pourrais plus, les impôts je vais en payer et je ne veux pas. Elle n'est pas au SMIC, elle est au-dessus. Et donc, du coup, je suis en train d'essayer de jongler avec l'échec ci, l'échec là, mais à un moment donné, ça ne va pas le faire. Donc, c'est un vrai souci. C'est que même le système nous interdit 2 acteurs qui sommes dans la relation quotidienne. Le système nous dit, moi, je veux te récompenser. Et elle me dit, je ne veux pas être récompensée. Ouais. En 15 secondes. En fait, on a des chiffres très précis, parce qu'il y a une étude, je crois, de France Stratégie qui montre que pour un célibataire au SMIC, si on veut l'augmenter de 100 € net, le coût pour l'entreprise est de 540 €. Voilà, entre 4 et 5 fois plus. Parce qu'on perd des exonérations, parce qu'on peut rentrer dans la première tranche de l'impôt sur le revenu, parce que vous avez raison, on n'a plus les transports gratuits, le cinéma, machin truc, etc. Ça, c'est un projet politique, pour lequel moi je milite. C'est faire en sorte que, dans notre pays, le travail paye toujours plus que le non-travail. Mais ça, c'est un projet politique. C'est pas économique. C'est une évidence pour tous les entrepreneurs, mais malheureusement. Oui, mais c'est pas une évidence pour tout le monde. Malheureusement, c'est pour ça que je dis, c'est un projet philosophique et politique. Alors, sur l'attractivité, non, mais il y a quand même l'attractivité pour les étrangers. La France est devenue le pays de toute l'Europe où il y a le plus de projets industriels. De toute l'Europe, devant l'Allemagne, devant le Royaume-Uni qui est encore dans les classements. Alors avec plein de nuances, c'est des plus petits projets qu'ailleurs, c'est pas des projets qui créent beaucoup d'emplois, donc c'est des projets, ça répond en partie à votre question, très robotisés, très mécanisés, etc. Mais donc
il y a quand même des atouts de la France, les infrastructures, la position géographique, les ports, etc. Quand même une main-d'œuvre en dépit de ce que j'ai dit, mais enfin il y a quand même des gens aussi qui sont qualifiés, la présence de très grandes entreprises et en même temps un tissu assez riche avec plein de secteurs. Bon, une fiscalité qui s'est un peu normalisée, un peu moins d'impôts sur les bénéfices des sociétés, un tout petit peu moins d'impôts de production, un droit du travail qui a quand même beaucoup changé depuis 15 ans, qui est aussi redevenu à peu près normal. Vous voyez, donc, là encore, quelques signaux quand même, pas tous défavorables. Voilà. Bon, très bien. Il y a un petit peu de positif quand même. Au niveau du commerce, donc Sylvie Plugnan va un petit peu opérer sur le sujet. Donc effectivement, sur Marseille, on est quand même très touché sur cette partie commerce avec un centre-ville qui malheureusement se dégrade. Les chiffres sont là, de la violence, de l'insécurité, des commerçants qui ont un chiffre d'affaires qui baisse. Alors Sylvie, je te laisse un petit peu parler de ce sujet. Qu'est-ce qu'on peut espérer Damien. Là-dessus? Donc je représente notre VP commerce qui est justement parti dans son commerce et qui œuvre beaucoup pour notre catégorie de commerçants. Comme vient de le dire Damien, nous avons vécu, tout le monde le sait, on a fait la une des journaux sur cette violence terrible pendant les émeutes. Les émeutes fin juin 2000, les violences urbaines, les émeutes, mettons les mots, les justes mots. On fait quoi? Parce que là, c'est Marseille, mais pas que Marseille. Nous avons malheureusement des centres-villes qui se dégradent, qui se paupérisent. On parle de e-commerce, on est contraint avec là aussi des décisions politiques sur une ZFE, c'est-à-dire que les véhicules ne rentreront plus dans la ville. Donc on va aux piétons, on va de la mobilité douce. Et d'autres experts comme vous annoncent des centres-villes qui redeviendraient attractifs. Quel est votre avis? Non mais je peux vous donner mon avis. Je suis pas maire de Marseille. Non mais je parle en général. J'adorerais, mais je suis pas sûr qu'un Parisien, venez. un Parisien réussisse à se faire élire. Il y a de la place. Mais je suis pas sûr, je sais pas. Mais non mais alors déjà, premier aspect que vous avez abordé, la question de la sécurité. Moi, j'en parle parce que je considère que ça fait partie de l'attractivité économique. Alors, on me dit toujours, mais pourquoi tu parles de ces sujets? C'est pas tes sujets, etc. Bien sûr que si. Si les gens peuvent pas se balader à pied tranquillement, si le soir ils peuvent pas rentrer du cinéma sans risquer de se faire agresser, évidemment, ça a des conséquences économiques. Et l'attractivité des villes aujourd'hui, la question de la qualité de l'urbanisme, la question de la mobilité, comme on dit en technocratie, enfin, est-ce qu'on peut se déplacer sans qu'il y ait des engorgements monstres, etc. La question de la vidéosurveillance, les polices municipales, l'armée, etc. Tout ça, ça fait partie de l'attractivité d'une ville. Donc la question de la sécurité, elle est très très importante, et donc il faut absolument que vous n'hésitiez pas, vous qui représentez des entreprises, des fédérations professionnelles, etc., à évoquer ces sujets-là, parce que il y a encore des maires, je ne sais pas si on a dans l'agglomération, enfin c'est une métropole en l'occurrence, mais qui refusent la vidéosurveillance parce que, etc., c'est fasciste, c'est tellement fasciste que tous les pays sociodémocrates mettent de la vidéosurveillance partout. Voilà, donc non, pas du tout. Et en plus, ça donne de très bons résultats. Donc ça, et je suis très sensible à ce que vous avez dit tout à l'heure, faut mettre les mots sur les choses. Non, mais clairement, sans avoir jamais aucune pudeur ni aucune crainte. Merci. Jamais. Non, mais attendez. Non, mais il faut appeler un chat un chat. Non, mais jamais. En ce moment, je participe à une commission gouvernementale sur cette question de l'autorité. Déjà, quand moi je parle d'autorité, je passe quasiment pour un fasciste. Non. Parce que je suis pas fasciste. Je suis de centre droit. Surtout que sur ça Marseille, va quand même. Sur Marseille, clairement, nous avons eu des émeutes. Donc, je peux parler de ça, comme je peux parler d'immigration, d'insécurité, etc. Donc, zéro sujet là-dessus. Voilà. Sur la question des centres-villes, la difficulté, en fait, c'est... Je ne peux pas vous dire la façon dont ça se passe à Marseille, mais c'est le problème qu'on a dans toutes les métropoles, c'est comment on fait la transition écologique, en fait, en protégeant le commerce, en essayant d'éviter les à-coups, et le fait que à Paris, on a un exemple, c'est la rue de Rivoli, ça s'est fait très vite, très brutalement. Donc, l'idée n'était pas idiote, l'idée d'arrêter la circulation monstre sur la rue de Rivoli, évidemment quelque chose qui n'est pas idiot, mais ça s'est fait très vite, très brutalement, et du coup, là, pour le coup, les commerçants ont plus de clients. Donc, c'est vraiment ce sujet-là.
Et là aussi, vous avez une voix vraiment à faire, tout à fait légitime à porter et expliquer, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait des pistes cyclables en faisant en sorte que les gens puissent quand même s'arrêter, qu'ils puissent faire leurs courses, etc. Donc la difficulté, elle est là. Mais quand même, dans l'ensemble, les centres-villes en France, bon, le commerce se porte pas si... En fait, la difficulté du commerce, elle est liée à la baisse de la consommation ces 3 dernières années, liée à l'inflation en fait. Donc c'est un phénomène macroéconomique qui a été très fort et qui a diminué le pouvoir d'achat des ménages. Pas plus à Marseille qu'à Amiens, vous voyez, ou à Toulouse. Alors, vous avez les inégalités à Marseille, je vous hocher de la tête, sont plus fortes qu'ailleurs. Donc ça a été peut-être ressenti plus fortement à Marseille qu'ailleurs. Mais globalement, c'est un sujet de toute façon qui touche malheureusement le monde entier d'ailleurs, hein, parce que l'inflation a été encore plus forte dans beaucoup de pays par rapport à chez nous. Merci. Ok, pour cette partie commerce. Donc on va terminer avec une dernière question sur le sujet de la santé. Donc, on va laisser la parole à Umberto Miranda, qui est le directeur du GIMS. Le GIMS, c'est la médecine du travail, ici sur Marseille. Donc Umberto, je t'en prie. Nicolas Boujou, bonjour. Le GIMS a été créé en fait par l'ancêtre de la CPME en 1947. Je connais. Alors, tout d'abord, une information très rapide parce que c'est quelque chose qui nous surprend. Ouais. On suit 18 000 entreprises, 180 000 salariés et on observe qu'en fait, il n'y a pas de création d'emplois dans les entreprises que nous suivons. La création d'emplois se fait par la création d'entreprises. C'est la première année que ça arrive. On est flat sur les entreprises qu'on avait jusqu'au 31/12 de l'année précédente. Ça, c'est une observation qu'on n'arrive pas à expliquer. Voilà. Ma question est la suivante. On voit aujourd'hui que le marché des assureurs est en train d'empiéter sur le nôtre. Très clairement, la protection sociale est en train de rentrer dans les entreprises avec les assureurs, les mutualistes et les institutions de prévention. Et ces deux mondes que sont la protection sociale et la médecine de prévention, aujourd'hui, ont une frontière qui devient très poreuse. Et donc la question est la suivante. Comment faire pour que ces deux mondes puissent cohabiter, se complémenter plutôt que se concurrencer? Et ils vont cohabiter de toute façon, puisque la nature a hors du vide. Et donc, de toute façon, les complémentaires santé, les assureurs, les institutions de prévoyance, les mutuelles, les institutions de prévoyance voient bien qu'il y a des sujets sur lesquels ils peuvent entrer. Ce sont des acteurs qui ont de l'argent en plus. Il y a beaucoup d'argent. Certains, je pense aux institutions de prévoyance, sont vraiment présents dans les entreprises. Et donc, c'est vrai qu'en matière de prévention, il y a un manque important de prévention en France. C'est vrai qu'à mon sens, ce sont des acteurs qui peuvent faire des choses positives, puisque de toute évidence, la médecine du travail, d'après ce que j'en comprends, n'est pas suffisamment développée, n'a pas suffisamment de moyens aujourd'hui pour faire tout ce qu'elle aurait à faire. Mais moi, je pense qu'il y a des sujets que la médecine du travail pourrait préempter, notamment les maladies professionnelles un peu complexes. Alors je suis désolé, je déteste faire ça, mais je reviens, parce que c'est arrivé comme ça dans la conversation. Je vis avec quelqu'un qui travaille au plomb. Et c'est très difficile pour elle de trouver quelqu'un, dans le cadre de la médecine du travail, qui soit capable de faire des diagnostics, de suivre son taux de plomb dans le sang, de voir comment on peut éliminer le plomb, est-ce que ça peut s'éliminer. Donc je prends cet exemple qui est assez précis, mais je suis persuadé qu'on peut multiplier les exemples. Donc j'imagine assez bien que les complémentaires santé, elles vont faire des gros trucs, quoi, le dépistage d'hypertension dans les boîtes, voilà, et ce sera très bien, parce que si on peut faire ce type de dépistage, c'est bien, parce que c'est vrai que comme leur secteur est de plus en plus concurrentiel, au-delà des contrats, ils essaient de mettre dedans des services. Bon. En plus, même si le secteur se concentre, il y en a quand même beaucoup, donc la concurrence est forte. Mais je suis persuadé que pour la médecine du travail, il y a une place et même des potentiels de développement sur des choses un peu précises, un peu complexes, pour des publics aussi qui ne sont pas nécessairement ceux des grandes entreprises. Là, aujourd'hui, on est plutôt avec des PME. Voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire et à développer qui seront très utiles, parce que la question de la santé des dirigeants est discriminante dans la performance des entreprises, et les dirigeants français ne sont pas suffisamment en bonne santé. Vous évoquiez la question de la prévention, du suivi, etc., le poids, etc. Il y a plein d'études qui montrent que ça ne va pas. Donc vous avez vraiment un rôle chez les dirigeants d'entreprise qui est très important. Alors ça sera très utile. Ça sera peut-être le mot de la fin là-dessus. Et sachez qu'au niveau de la CPME, justement, c'est un sujet que nous avons pris à bras le corps, puisque
nous avons justement pris cette mission d'essayer de défendre et de protéger l'entrepreneur et le chef d'entreprise, puisque personne ne traite vraiment le sujet. Et si le chef d'entreprise est malade, l'entreprise est malade, parce que quand vous avez 2, 3, 4, 5 salariés, ou 0, si vous-même vous n'allez pas bien, forcément ça va mal. Bien sûr. Un grand merci, Ah non, Nicolas c'est moi Bouzou, qui vous remercie. et bravo. Merci beaucoup. Cette vision claire. Bonne fin d'après-midi. Je vais juste, pour clôturer, moi, au-delà de vous remercier, donc, nous vivons des périodes difficiles. Ces périodes difficiles, qu'est-ce qui se passe dans les périodes difficiles? Qu'est-ce qu'on peut vous inciter à faire à la CPME? C'est rejoindre le réseau de la CPME, tout simplement pour se serrer les coudes. Parce que quand c'est dur, on est plus à l'aise lorsqu'on est plusieurs ou lorsqu'on est aidé. La deuxième chose, c'est prendre des solutions vraiment pragmatiques et efficaces pour pouvoir travailler comme ça sur du court terme et faire le dos rond le temps que la crise passe. Et puis, maîtriser vos investissements. Voilà. Donc, un grand merci à tous. Et n'oubliez pas ce que disait Henry Ford, dans le dur, ce sont les durs qui avancent. Donc, soyez costauds. Voilà.